Histoire Géo au tableau te parle aujourd'hui de croissance économique, mondialisation et mutation des sociétés. Voilà, donc c'est le premier chapitre d'Histoire de l'année qui a pour ambition d'essayer de dresser comment l'économie a évolué depuis le milieu du 19e siècle, donc depuis en gros 1850 jusqu'à nos jours. Voilà, donc c'est une grosse période mais qui est envisagée essentiellement sur le plan de l'économie. Alors, justement, l'économie qu'on peut appeler l'économie ancienne, en gros avant 1850, 18e siècle, ça semble une économie qu'on peut qualifier de figée. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des progrès, effectivement, et puis il y a une petite croissance pendant quelques années, un siècle, et puis il y a une crise, alors parfois c'est une crise agricole ou une crise démographique, ou les deux, qui régulièrement vient annuler tous ces progrès antérieurs. Voilà. Et tandis qu'à partir de 1850, donc la période qui nous intéresse, c'est une période qui inaugure le temps de la croissance économique. Donc le terme de croissance, il est absolument essentiel. Il caractérise cette période. Et la croissance, donc c'est tout simplement une accumulation des richesses produites. Et globalement, sur le temps long, depuis 1850 jusqu'à nos jours, eh bien, on constate que cette accumulation de richesses, elle a été toujours plus importante que l'année précédente à l'échelle mondiale. Voilà ce qui caractérise déjà cette époque. Donc, une croissance exceptionnelle sur la durée, on vient de le dire, l'émergence de nouvelles puissances également à l'échelle mondiale qui vont s'emparer d'une grande partie de cette croissance, et toutes les conséquences dans le domaine social, de la métamorphose du travail. Bref, on peut considérer que ces 150 ans, là, de 1850 à nos jours, ont littéralement bouleversé le monde. Donc c'est ce grand bouleversement dont il sera question, c'est un peu la problématique. Comment se fait-il voilà, que le monde ait tant changé en un temps si court à l'échelle de l'histoire de l'homme. Voilà. Et donc pour ce faire, on va dresser un peu en trois parties dans ce cours. Dans la première partie, on va essayer de caractériser les évolutions. Dans la seconde, on va relativiser l'idée d'une croissance qui serait continue et régulière, comme cette introduction pourrait le laisser suggérer. Et puis, la troisième partie sera plus une approche sous un angle géographique. On va voir comment un pays peut, à un moment donné, dominer l'économie mondiale, et puis ensuite céder sa place à un autre pays. Donc, voilà, donc le grand 1, on le note ensemble tout de suite. Donc, grand 1, on va qualifier ces évolutions de majeures. Donc, voilà, des évolutions majeures depuis 1850 sera le titre de ce grand 1. Voilà. Alors, vous avez tous, bien sûr, entendu l'expression de révolution industrielle pour qualifier les phénomènes qui se mettent en place à partir de 1850 et même un petit peu avant. Alors, je vous propose tout de suite d'oublier ce terme de révolution. Voilà. On va plutôt parler à la place d'une évolution, voire même d'une lente évolution. Et les historiens de l'économie considèrent aujourd'hui que la croissance provient moins donc d'une révolution qui suppose un bouleversement très rapide, très brutal, mais plutôt d'une évolution qu'on va appeler lente et progressive. Et ce qui caractérise essentiellement cette évolution, le terme ce serait plutôt celui d'industrialisation plutôt que révolution industrielle. Voilà. Vous voyez, ce suffixe de isation qu'on retrouve par exemple dans mondialisation suggère ce qu'on va appeler un processus. Voilà, un processus, des choses se mettent en place progressivement. Donc, tout de suite un petit graphique pour le comprendre. On voit ici donc l'évolution de l'industrialisation dans certains pays depuis 1750 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale en 1913. Voilà. Alors, on constate tout de suite qu'il y a un pays qui se détache beaucoup plus tôt. Vous voyez, on peut suivre cette courbe ici qui est celle du Royaume-Uni, tandis que des pays comme les États-Unis, ici en vert, la France ou l'Allemagne qui est là, ont une évolution de l'industrialisation qui commence beaucoup plus tard. 1750 pour l'Angleterre, et puis pour le reste, on voit que ça décolle vraiment dans cette zone-là vers 1850. Donc, ça montre bien que tout ce qui avance, ça se met en place de manière très progressive. Vous voyez, c'est sur près d'un siècle que peu à peu donc les pays s'industrialisent. Ça se fait donc progressivement, et puis comme on l'a dit, c'est le résultat d'un processus. Donc on garde bien ça en esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'industrialisation augmente comme cela? On estime aujourd'hui que c'est lié avant tout à la croissance démographique de l'Europe en particulier, dans une société qui est encore majoritairement rurale, et que dans cette société rurale, il y a des progrès agricoles importants, donc une croissance démographique, on vient de le dire, et un essor de la demande donc, et de la consommation.
Et en fait, les nombreuses innovations technologiques qu'on observe pendant cette période sont plutôt une réponse à la croissance que son moteur. Voilà, il faut bien comprendre, ce ne sont pas ces innovations qui sont à l'origine de l'industrialisation. Enfin, dans tous les cas, on comprendra que ce phénomène d'industrialisation, il est complexe, il a de nombreux tenants et aboutissants. Pour aller à l'essentiel, on va retenir trois caractéristiques de ce processus. D'abord dans l'innovation, puis dans les méthodes de produire, et puis enfin dans le financement. Alors, première chose, c'est quand même, donc on le dit, l'innovation technique qui marque cette période. Il y a, on peut dire, pour le synthétiser, deux grandes vagues d'innovation. La première vague, elle débute précisément en Angleterre, on le voit sur le graphique qui est encore là. Elle concerne surtout la métallurgie, le textile, et puis l'usage croissant donc, du charbon. Donc la première industrialisation, c'est vrai qu'elle est basée sur le charbon, mais pas exclusivement, puisqu'on utilise aussi en parallèle toujours du bois, beaucoup, et puis hors d'Angleterre, jusqu'à la fin du 19e, le charbon est très peu présent aux États-Unis, par exemple, dont on voit que l'industrie décolle autour de 1850. À la fin du 19e siècle, ce sont les chevaux et puis l'hydraulique qui fournissent l'essentiel de l'énergie qui est nécessaire à l'économie. Voilà, donc c'est plus l'intensification du travail des hommes et des animaux aussi au passage qui ont permis l'avènement du monde industriel, plutôt qu'une irruption brutale du charbon qui aurait d'un seul coup modifié la donne. Néanmoins, donc, il y a cette innovation, puis il y a une seconde phase, on va dire à partir des années 1890, qui cette fois-ci est basée sur l'émergence de nouvelles énergies. Parmi celles-ci, donc c'est l'électricité qui se généralise, et puis c'est également l'invention du moteur à explosion avec le pétrole, qui à partir du fin 19e devient une énergie de plus en plus importante. Et puis cette seconde phase, 1890, et correspond également à de nouvelles industries dans le domaine de l'automobile, avec l'exemple de Renault que vous avez bien en tête, et puis également dans le domaine de la chimie, où il y a des innovations nombreuses. Et puis on parle aussi, puisqu'on est dans cette chronologie des innovations, parfois on a coutume de considérer que dans la seconde moitié du XXe siècle, surtout à partir des années 1970-80, on parle d'une troisième vague d'innovation qui cette fois-ci est fondée sur l'informatique. On utilise aussi parfois cette expression de révolution numérique, alors peut-être que l'expression de révolution là serait plus adaptée dans la mesure où l'informatique, en l'espace de 2 décennies à peine, va bouleverser de nombreux modes de production. Voilà. Donc, si on veut résumer, au niveau de l'innovation, on peut dire que l'industrialisation, elle est caractérisée par le passage d'une économie qu'on va qualifier d'une économie organique, qui est l'économie traditionnelle, qu'utilisent les hommes depuis qu'ils font société et qu'ils font de l'économie en clair, c'est-à-dire basée sur le bois pour le chauffage et l'artisanat, sur la fumure pour fertiliser les champs, sur la traction animale, sur les fibres végétales pour les tissus, bref, organique, une économie qui est soutenue d'abord par le vivant, et ce passage vers 1850 vers une économie que dorénavant on va qualifier d'économie minérale, puisque vous l'avez compris, c'est une économie qui est fondée sur l'usage irraisonné, disons-le, des énergies fossiles, non renouvelables donc. Voilà. Alors, deuxième caractéristique, au-delà de l'innovation, on peut parler également des nouvelles méthodes dans la production. Ça aussi, c'est un point important qui va révolutionner le côté industriel à partir de 1850. L'organisation scientifique du travail, c'est ce qu'on appelle le taylorisme. On parle parfois aussi de travail à la chaîne, pour qualifier ces études de Monsieur Taylor, qui assigne à un ouvrier une tâche précise de manière à ce qu'il augmente sa productivité, c'est le travail à la chaîne, et puis un mode de production de masse qui est inspiré de ce taylorisme qu'on appelle le Fordisme, du nom de Monsieur Henry Ford, constructeur automobile aux États-Unis, qui a mis en place dans ses usines de Détroit à partir de 1913 le travail à la chaîne, donc qui est associé également à des salaires plus élevés, ce qui donne du pouvoir d'achat aux ouvriers qui en contrepartie peuvent acheter les voitures de Monsieur Ford. Voilà, donc c'est tout un modèle, un nouveau modèle qu'inclut ce Fordisme. Et puis le troisième point à souligner dans ces innovations, c'est le développement de la finance, qui va permettre à l'industrie de disposer des capitaux dont elle a besoin pour se développer.
hein, acheter de nouvelles machines, construire des usines plus grandes. Tout ça, ça a un coût élevé pour les entreprises, de plus en plus. À l'origine, beaucoup de ces entreprises sont familiales. Hein, lorsqu'on fonctionne encore sur le mode artisanal ou semi-artisanal, on n'a pas besoin d'investir énormément d'argent. Et puis, lorsque les besoins en argent se font sentir face à toutes ces innovations, eh bien, ces entreprises font appel à des banques, qu'on va appeler des banques d'affaires, qui se spécialisent dans le prêt à ces entreprises. Hein, qui leur font des prêts à long terme. Et puis le deuxième système pour obtenir de l'argent de la part des entreprises, c'est de s'adresser directement à des actionnaires extérieurs. Donc c'est le système de l'actionnariat qui se met en place au milieu du 19e siècle. C'est-à-dire que des investisseurs privés ou publics achètent des parts de l'entreprise, des titres, c'est ça les actions en elles-mêmes, et la valeur de ces actions reflète la santé des entreprises, sachant que ces actions peuvent être échangées par leurs propriétaires dans ce qu'on appelle les bourses de valeur. La bourse, les bourses ont vraiment pris leur envol au 19e siècle et sont encore très importantes dans l'économie. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir d'essentiel, ces 3 points sur ces changements majeurs qui ont bouleversé le 19e et le 20e siècle. Le grand 2 s'intitule « Les fluctuations de la croissance ». Voilà, les fluctuations de la croissance. Fluctuer, ça veut dire varier dans le temps, se modifier. Donc tout cela pour bien souligner que ce phénomène d'industrialisation et de croissance, même si on a dit qu'il était continu en introduction, il faut bien réaliser que la continuité, malgré tout, elle est toute relative. C'est vrai que les économistes classiques, on citera Adam Smith par exemple, c'est celui qu'on appelle parfois le père du libéralisme, faisait de l'accumulation continue de richesses la principale source du progrès. Mais cette continuité, je répète, elle est relative, puisque la croissance du 19e et du 20e siècle n'a pas été linéaire, mais qu'elle a été entrecoupée de très nombreuses crises. Pour preuve, cet axe chronologique. Vous voyez, c'est un axe qui embrasse toute la période qui nous intéresse, depuis 1848 ici jusqu'à nos jours, à l'autre extrémité. On va considérer donc que toutes les périodes en verte correspondent à des périodes, de croissance importante, voire très importante. Les 30 glorieuses par exemple, où la croissance dans les pays d'Europe était en moyenne de 5% par an, de 45 à 75. Même la période de 1980 au début des années 2000, vous voyez, qui est qualifiée de croissance dépressive, est une croissance, puisque tous les ans, la richesse accumulée des pays augmente, dépressive parce qu'elle est accompagnée dans bien des cas par une crise sociale et le chômage. Bien. Mais remarquez surtout donc intercalées entre ces périodes de croissance indiquées ici en verte, des périodes rouges qui correspondent à des crises importantes. Alors, on va en retenir 2 essentiellement pour l'instant. La première à la fin du 19e siècle, ici, vous voyez la Grande Dépression, qui débute en 1873 avec un krach boursier à Vienne. Alors, dans ces bourses de valeur qu'on évoquait tout à l'heure, Vienne, la capitale de l'Autriche, un krach boursier, c'est lorsqu'il y a une baisse très rapide, un effondrement même parfois de la valeur des actions qui sont cotées dans cette bourse, et donc ce krach marque le début de cette grande récession qui correspond au début du déclin britannique et puis à l'ascension de l'Allemagne et des États-Unis. Voilà, donc une période très très difficile qui va avoir son cortège d'entreprises fermées, de chômeurs, de la même manière qu'on retiendra également la dépression des années 30 ici, qui débute là aussi par un krach boursier, cette fois-ci c'est à New York en 1929, et dans la mesure où les liens commerciaux et financiers qui unissent un nombre croissant de pays à la fin des années 20, eh bien ces liens vont favoriser une diffusion très rapide de la crise. Voilà pourquoi cette crise va devenir mondiale au début des années 30. Alors elle touche d'abord les États-Unis, qui en l'espace de 3 ans, entre 1929 et 1932, voient leur production industrielle qui va chuter de 46%. Donc vous pouvez noter, à titre d'exemple, moins 46% de production industrielle aux États-Unis, je précise bien. Mais en Allemagne, on est autour de 42%, et puis le chômage explose au même moment. Et ensuite, la crise s'étend à l'ensemble du monde capitaliste et met fin à la deuxième étape du processus de mondialisation qui a été entamé dans les années 1870.
Voilà, donc on retient bien ces exemples et l'idée que la croissance est entrecoupée de nombreuses crises, que ces crises ont eu des conséquences politiques et sociales. Bon, on en reparlera dans les chapitres suivants, hein, mais des crises parce que chaque pays a essayé de trouver des solutions et ça a passé souvent par un réflexe protectionniste de fermer ses frontières. Et puis dans d'autres moments, en réponse à ces crises, il y a eu des politiques qu'on qualifie parfois de politiques interventionnistes. Là aussi, on en reparlera. Une politique interventionniste qui suppose donc une action de l'État très volontaire qui va orienter l'économie pour essayer donc de ramener la croissance. Et puis dans certains cas, hein, la crise des années 30 par exemple, elle favorise l'accès des partisans de régimes autoritaires. Ce sera l'objet du chapitre sur l'Italie et sur l'Allemagne, par exemple. Bien, donc on va voir maintenant dans la troisième partie, je parlais en introduction d'une approche géographique, comment à un moment donné certains pays ont exercé une influence majeure sur la planète. Et c'est ce qu'on appelle, ce sera le titre du grand 3, les économies mondes. Donc une expression à retenir, là aussi, donc les économies mondes avec un tiret. Donc les économies mondes successives depuis 1850. Hein, successives, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ce concept d'économie monde, ici, renvoie à la capacité que possède un pays, à un moment donné dans l'histoire, hein, j'insiste bien, d'exercer une domination commerciale et financière sur la planète. Voilà. Et depuis 1850, il y a plusieurs puissances qui ont été ce qu'on pourrait appeler le centre de gravité mondial de l'espace économique. Voilà. Voici un premier graphique assez général avant d'en revenir à cette notion de centre de gravité. On voit ici, donc sur ce graphique, la part de la production manufacturière, industrielle pourrait-on dire, hein, depuis 1750 ici jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale en 1913. Et donc c'est représenté en pourcentage la part que fait chaque continent dans cette production manufacturière. Et vous pouvez observer comment en 1750 l'Asie à elle seule est responsable de quasiment les 2/3 de la production manufacturière mondiale. Et sans détailler hein, l'évolution de chaque pays, vous remarquez bien comment, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Europe à elle seule occupe la première place de très loin, puisqu'elle assure plus de la moitié de la production manufacturière mondiale, tandis que l'Amérique du Nord en assure un tiers, et puis vous voyez que l'Asie ne représente plus que 7,7% de cette production manufacturière mondiale. Donc la première idée très générale qu'on peut retenir de ce graphique, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, ce qu'un historien d'ailleurs a appelé la grande divergence. Voilà, alors on note le terme déjà, grande divergence, qui s'opère au XIXe siècle entre l'évolution donc de l'Asie qui perd énormément de son poids économique dans le monde, et puis l'émergence de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Voilà. Divergence entre Asie d'un côté, Europe de l'autre, qui pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires, se sont maintenus à un niveau qui ne bougeait pas. Donc ça fait partie aussi de ces bouleversements. Et donc forcément, la puissance, hein, qui souvent est en lien avec la capacité d'un pays à produire et à dégager de la richesse, va se réorganiser à l'échelle de la planète. Et depuis 1850, hein, il y a donc plusieurs puissances qui ont été ce centre de gravité qui s'est déplacé. Donc on va observer tout de suite un planisphère qui est d'un premier abord un petit peu compliqué pour comprendre cette notion de centre de gravité. Alors, cette carte indique donc comment le centre de gravité de l'économie mondiale s'est déplacé dans l'espace depuis l'an 1000, vous voyez qu'on remonte très loin ici, avec des prévisions même jusqu'en 2025. Alors, pour comprendre ce graphique, il faut déjà comprendre que ce point, ce centre de gravité là qu'on va voir se déplacer, correspond au point d'équilibre, hein, c'est de la physique ça, entre le poids relatif de chacun des espaces productifs dans le monde. Voilà, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, peut-être plus le point est proche d'une région, plus cette région pèse dans l'économie mondiale. Voilà. Alors, on voit, donc, et ça rejoint le graphique précédent qu'on regardait, hein, comment pendant très longtemps, ce centre de gravité mondial, vous voyez, il est à peu près ici, en Asie centrale,
plus proche de l'Asie de l'Europe et qui montre bien, hein, comme on le disait tout à l'heure, que l'Asie pendant longtemps a pesé pour près des 2/3 dans cette production de richesse. Et puis donc à partir de 1820 et de manière très rapide, vous voyez 1913 ici, ce centre de gravité de l'économie mondiale se déplace vers l'Europe et il nous renvoie en fait à cette première économie monde qui va à peu près jusqu'aux années 1870 et qui est dominée par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, on notait tout à l'heure le rôle tout à fait particulier occupé par l'Angleterre, hein, et son industrialisation précoce. Eh bien, c'est donc au XIXe siècle la première puissance mondiale, grâce à son avancée industrielle, donc, son dynamisme financier et puis son empire colonial également. Et puis pour reprendre le voyage de notre centre de gravité, vous voyez comment au XXe siècle et surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, 1940, ce centre de gravité se déplace de l'autre côté de l'Atlantique et montre bien le poids croissant pris par l'économie des États-Unis. Donc on va considérer que la deuxième économie monde, donc ici il s'agissait de la première, la deuxième économie monde, c'est celle donc, qui est dominée par l'Europe, pardon, excusez-moi, je me suis perdu. Je me suis perdu. Donc, oui, c'est, pardon, dominé par les États-Unis, on le disait, c'est l'économie monde, la croissance est fulgurante, elle a un grand territoire, un afflux démographique qui est issu de l'immigration, et ils sont à l'origine d'innovations majeures qui vont impulser la seconde phase d'industrialisation. Grâce à leur poids économique, ils vont aussi s'affirmer comme les financiers de la reconstruction après la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Seconde. Bref, les États-Unis deviennent un modèle économique et social pour les pays occidentaux, aussi dans le cadre de la guerre froide, de l'affrontement avec l'URSS. Et puis après l'effondrement de cette dernière, son influence va s'étendre à la plus grande partie du monde. On utilise parfois l'expression d'hyperpuissance pour qualifier cette puissance sans partage des États-Unis à partir des années 1990, en gros, donc la fin de la guerre froide. Et puis enfin, la troisième étape, on le voit ici, où ce centre de gravité, à nouveau, va repartir, vous voyez, vers l'Asie, et ce qui laisse suggérer que le poids économique est de plus en plus important cette région. Vous voyez même que cette tendance, où on peut considérer aujourd'hui que le centre de gravité de l'économie mondiale se situerait ici, risque de se prolonger et qui montre bien que l'émergence de l'Asie n'est pas terminée. Et donc ce déplacement à nouveau vers l'Est nous montre que même si aujourd'hui, au XXIe siècle, les États-Unis restent une puissance majeure, il y a l'émergence de nouvelles puissances. Donc on peut parler d'émergence. On parle de pays émergents d'ailleurs pour qualifier ces nouvelles puissances. On utilise parfois aussi l'expression de BRICS, on aura l'occasion d'en reparler, pour qualifier quelques-uns de ces pays qui connaissent une croissance importante depuis une vingtaine d'années, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine essentiellement, et puis South Africa, l'Afrique du Sud, ici pour le S. Alors ça ne veut pas dire que tous ces pays sont au même niveau, c'est une appellation un petit peu pratique, quoique critiquable, pour désigner certaines de ces puissances. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, en clair, que le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout un monde qui est centré sur les États-Unis, c'est un monde qu'on peut qualifier aujourd'hui de monde multipolaire. Cette troisième économie monde, multipolaire, on peut trouver également l'appellation, mais qui voudra dire la même chose, d'un monde polycentrique, donc avec dans tous les cas une multitude de pôles, plusieurs centres, bref, un monde qui s'est largement diversifié. Voici une dernière représentation graphique de ce schéma qui rend compte un petit peu mieux de ce monde multipolaire. On voit bien sur ce schéma qu'on retrouve les puissances industrielles traditionnelles, ici l'Europe, les États-Unis, le Japon, qui sont toujours présentes, mais qui ne dominent plus cette économie mondiale. Et on voit, alors plus dans la partie sud, on appelle le sud, certains pays, donc on disait ici le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, pour des raisons un peu diverses, l'Inde et surtout, donc je répète, la Chine, qui sont ces nouvelles puissances émergentes avec lesquelles
les grands pays traditionnels industriels doivent composer dans précisément ce qu'on appelle parfois cette recomposition du monde. Et parmi ces puissances émergentes, bien sûr, la Chine occupe une place particulière. Elle s'ouvre au monde à partir des années 80. C'est aujourd'hui le premier exportateur mondial de marchandises. Son PIB a atteint le deuxième rang mondial en 2010. Bref, une puissance absolument incontournable aujourd'hui dans le cadre de ce monde multipolaire ou polycentrique. Voilà. Alors, en conclusion, on retiendra bien sûr donc, tous ces bouleversements gigantesques de l'économie mondiale, l'affirmation de ces nouvelles puissances, les changements de mode de vie, la domestication de la nature, bref, des changements très importants. Pour autant, on soulignera en conclusion que la croissance dont on a essentiellement parlé ici n'est pas forcément synonyme de développement, c'est-à-dire d'un bien-être partagé par les populations, que la répartition des fruits de cette croissance a toujours été très inégalitaire, que cette période, de 1850 à nos jours, est aussi celle de ce qu'on appelle parfois la question sociale, entre guillemets. Vous pouvez le noter ainsi pour l'instant, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Cette question sociale, concrètement, c'est celle de la misère ouvrière, par exemple, au XIXe siècle. Ce sera l'objet de la suite de ce chapitre.